Monsieur Goerens, bonjour et merci d'être avec nous. Pourquoi le franc CFA est le seul système monétaire colonial au monde à avoir survécu à la décolonisation? Je crois que les Français pourraient mieux répondre que moi, mais néanmoins, si les Africains ont accepté de maintenir le franc CFA, c'est parce qu'ils l'ont voulu, ou du moins accepté. Il y en a qui l'ont quitté, qui sont revenus après, parce qu'ils avaient... Les pays qui étaient sortis ont eu des tendances inflationnistes. Donc sortir du franc CFA n'a pas que des avantages. Et alors, pourquoi, à votre avis, quand la France est passée à l'euro, avec un certain nombre de pays de l'Union européenne, pourquoi les pays africains ne sont pas aussi, les pays africains de la zone CFA, ne sont pas passés systématiquement à l'euro CFA, c'est-à-dire un euro, mais avec une certaine valeur? Mais c'est pareil, c'est pratiquement tout comme, parce que rester accroché au franc, qui n'est que l'expression française extérieure de l'euro, c'est comme si vous étiez ancré à l'euro. Donc le franc CFA épouse la stabilité de l'euro, donc il est lié aux variations de l'euro et ça leur confère quand même une certaine prévisibilité qui, de mon point de vue, peut être perçue comme un avantage. Et si je constate quand même s'il est remis en question de temps en temps, que jusque maintenant, peu de pays l'ont quitté. La France, quand même, garde la mainmise sur le système monétaire de la zone franc. Certains experts pensent qu'il s'agit là d'une entrave à la souveraineté de ces pays-là. Qu'en pensez-vous? Écoutez, il y a aussi beaucoup de pays qui sont ancrés à l'euro, comme le Danemark. La monnaie danoise varie en fonction des variations de l'euro. Il n'y a pas de parité changeante entre la couronne danoise et l'euro. Et par ailleurs, les monnaies sont interdépendantes. On ne peut plus dire qu'en matière monétaire, on serait autarcique. Ça, c'est un conte fait. Puis, dans nos économies, dans nos exportations, dans le commerce international, c'est le dollar pratiquement qui prime. L'Europe achète le pétrole et les règles en dollars. Donc là aussi, nous sommes chacun est dépendant d'une autre monnaie, en l'occurrence du dollar. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de points à considérer en la matière. Toujours est-il que pour revenir au franc CFA, cette monnaie a l'avantage aussi, dans une zone où nous voulons promouvoir le commerce régional, le commerce intra-régional, ça met quand même les parties de cette région à l'abri de dévaluations compétitives. On a connu ça en Europe. Donc même si ce n'était pas le franc CFA, dans cette région, on devrait quand même se poser la question de savoir quel serait le régime monétaire régissant l'ensemble de cette région. Si on veut continuer à promouvoir le commerce intra-régional, qui de mon point de vue est une des conditions pour promouvoir aussi le développement et l'intégration économique dans l'économie globale. Mais pourquoi alors les pays de la zone franc, CFA, ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor public français? C'est une coopération qui a été décidée sans doute pour sécuriser ces apports. Il ne se singularise pas en ce faisant. Il y a aussi d'autres pays, comme le Cap-Vert par exemple, qui déposent de l'argent dans des banques européennes, en l'occurrence luxembourgeoises. D'ailleurs, si mes informations sont exactes, la France rémunère aussi le dépôt de ces fonds. Les taux d'intérêt sont très bas, mais si mes informations sont exactes... Vos informations sont exactes, Monsieur Goerens, effectivement. La rémunération serait de 0,7%. Chaque année, le Trésor public français donc, octroie les intérêts de ces réserves de change. Mais, parce qu'il y a un bémol,
il est dit de la part d'experts africains, mais aussi européens, que la France prélève le montant de l'aide au développement, les fameux 0,7%. Oui. Est-ce que c'est normal ? Écoutez, en matière d'aide publique au développement, la plupart des pays européens ne sont pas au niveau qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Donc moi je vois que la France fait des efforts, ils pourraient être supérieurs à ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Mais encore une fois, pour la France, ce n'est pas un diktat, c'est une coopération qui s'est faite avec l'ensemble des pays africains. Si les pays africains détenteurs du franc CFA veulent changer de politique, je crois qu'ils sont en train d'y réfléchir actuellement. Une récente déclaration de Bamako vient de nous informer que certaines têtes pensantes en Afrique se penchent sur le problème. Bon, s'il ne fait pas l'unanimité, il faut voir ce que décident les pouvoirs publics. Mais comment voulez-vous que ces pays se développent quand ils sont dépouillés de 50% de leurs réserves ? Ben, ils peuvent reprendre ces réserves. La France ne fait aucun blocage. Ils peuvent les retirer. La France ne va pas spéculer avec cet argent. Ils sont déposés en France, la France les rémunère. Et selon mes informations, encore une fois, la France ne s'oppose jamais à une demande de retrait d'une partie des réserves. Moi, je crois qu'ils ont aussi intérêt à profiter du savoir-faire français et de l'expérience française pour la gestion des devises extérieures. Pourtant, il y a des experts, et je ne veux pas les citer ici, ils affirment que la France s'est mise même dans la politique monétaire de ces pays-là et que la démarche de déposer ces 50% de réserves de change a été donc faite à la demande de la France. Oui, pour faire un accord, il faut toujours une offre, une demande, un accord. Je ne connais pas le contexte historique dans lequel ces accords se sont faits. Néanmoins, en matière de stabilité de la monnaie, tous ceux qui veulent tendre vers la stabilité, vers une inflation réduite, ont intérêt à s'engager dans une discipline acceptée d'un commun accord. Si cette discipline s'impose par le savoir-faire, par des contraintes évidentes, cela prend une autre allure dès lors qu'il s'agit de pays qui étaient auparavant des colonies françaises. Donc il y a cette discussion-là aussi qui complique encore la question, mais en Europe et dans nos pays même, les États se sont pratiquement privés de l'ingérence dans la politique de stabilité. Ce sont les banques centrales, et en l'occurrence, dans l'Union européenne, c'est la Banque centrale européenne qui fixe le loyer de l'argent. C'est la Banque centrale européenne qui prend des mesures, c'est pas des mesures qui ne peuvent pas être prises par la sphère politique. Il y a l'aspect monétaire et il y a l'économie à côté. En Europe, nous avons aussi ce discours, bien entendu, sur une toile de fond différente. Ce sont des États qui ont accepté de créer une institution commune dans les relations entre la région qui détient le franc CFA et la France. Ce sont des rapports entre une communauté avec un autre pays. Mais néanmoins, pour ce qui est du transfert de compétences, ça aussi, en Europe, on le sait, et ça a donné lieu à des discussions très virulentes. C'est un système qui, aujourd'hui, n'est pas encore accepté par tout le monde parce que d'aucuns prétendent que, ce faisant, les États se dépouillent d'un moyen d'intervention sur l'économie. Alors que l'Allemagne a fait une très bonne expérience avec ce système et elle a pratiquement imposé à l'Europe. En Europe du Sud, en Italie, en Grèce, on a vécu assez mal ces dernières années ces rapports de force entre eux et l'Allemagne, dirais-je. Néanmoins, tant qu'on n'aura pas un meilleur système pour assurer la stabilité, il faut faire avec ce qui existe à l'heure actuelle. Vous pensez que, parce que ce que vous faites là, M. Goerens, c'est que vous comparez une politique monétaire commune
commune à 27 pays de l'Union européenne et un franc CFA de 16, je pense, 14 à 16, 15 pays de l'Afrique et plus les îles Comores. Donc un ensemble de pays africains qui n'ont absolument rien à voir avec l'Union européenne, ni encore moins avec la France. L'Union européenne est quand même le premier partenaire. J'admets qu'on peut voir ça de deux façons. Moi, je le vois sur un aspect monétaire. Je ne vais pas me mêler des rapports intérieurs à la République française avec ses partenaires. Je constate que cette coopération peut être dénoncée si les États le veulent. Mettons-nous dans l'hypothèse où ces pays quitteraient le franc CFA. Quelles seraient les réflexions qu'ils seraient amenés à faire? Pour réussir le pari des générations à venir, il faudrait disposer quand même de partenaires plus ou moins solides, avec lesquels on pourrait partager le fardeau de l'intégration dans l'économie régionale d'abord et l'économie mondiale ensuite. La première réflexion qui se ferait, si nous créons un marché unique, ils l'ont. S'ils veulent maintenir une union douanière, ils l'ont. S'ils veulent échapper aux aléas, comment dirais-je, d'évaluation compétitive, ça avait un effet perturbateur en Europe et en Afrique, ce serait pareil. S'ils veulent éviter tous ces écueils, ils finiraient par pencher vers le maintien d'une monnaie unique. La seule chose qui changerait, ce serait la dépendance par rapport à la France. Mais il faudrait alors mettre à la place un organisme central susceptible de faire ce qu'a fait la France maintenant. Vous le disiez tout à fait au début. En Europe aussi, d'ailleurs, les banques déplacent leur argent volontairement à la Banque centrale européenne. Et si la Banque centrale européenne ne veut pas que cet argent soit déposé, alors ils optent pour une baisse des taux d'intérêt qu'ils payent aux banques qui viennent faire leur dépôt à Francfort. Et le cas échéant même, ils peuvent imposer des taux d'intérêt négatifs, ce qui dissuade alors les pays ou les banques qui sont surliquides à aller sur les marchés et à promouvoir l'investissement privé. Il y a certains qui disent que le fait que le franc CFA est lié à l'euro, ça serait une sorte de bouclier de stabilité. Vous l'aviez évoqué aussi. Une autre école donne une autre hypothèse, en tout cas, qui consiste à dire qu'au contraire, ça contribue négativement pour le développement de ces pays-là. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut... L'euro est une monnaie forte. Tout à fait. L'ancrage du franc CFA à l'euro fait que le franc CFA bénéficie de la stabilité dont bénéficie l'euro. Est-ce que c'est dans l'intérêt d'un pays ou de 14 pays, je crois qu'ils sont au nombre de 14 qui sont dans la zone CFA, est-ce que c'est dans leur intérêt d'avoir une monnaie forte? Ça, c'est une bonne question. Je laisse le soin aux économistes d'analyser cela. En Europe du Sud, une dévaluation de temps en temps était de nature à arranger les choses. Mais les pays ont fait le choix pour la monnaie forte. Vous avez une variable d'ajustement en moins si vous avez une monnaie absolument stable. Que fait un pays lorsqu'il a de grands problèmes macroéconomiques, lorsqu'il n'arrive plus à payer sa dette, lorsqu'il n'arrive plus à... lorsqu'il importe trop? Alors, il a tendance à dévaluer sa monnaie. Quand on est dans une monnaie unique, on ne peut pas le faire. Donc, on est privé d'une variable d'ajustement. Alors, dans ces pays, la seule variable d'ajustement qu'il y a, c'est la pression sur les salaires et le pouvoir d'achat des personnes. Donc de ce point de vue, il serait parfaitement compréhensible qu'une réflexion s'engage dans ce sens. Encore une fois, c'est aux Africains de privilégier la voie monétaire dans leur intérêt
plus de stabilité, ils peuvent aussi dévaluer par rapport à l'euro. Alors ils l'évaluent tous. Mais en tout cas, il y a une réflexion à laquelle je crois qu'ils ne veulent pas échapper. D'ailleurs, ceux qui remettent en question le lien avec le Trésor français ne sont pas a priori contre une monnaie unique. Mais si vous avez une monnaie unique dans une zone de 14 pays, vous avez aussi des économies plus performantes que d'autres. Alors tôt ou tard, les mêmes problèmes finiront par se poser dans cette zone. Aujourd'hui, bien entendu, la stabilité est garantie par l'euro, mais là aussi, vous aurez des différences, la question de savoir est-ce qu'on veut plus de stabilité, est-ce qu'on veut pousser un peu l'inflation pour ne pas réduire les salaires dès lors qu'il y a un problème de compétitivité. Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Et ils vont découvrir qu'ils ne pourront pas échapper aux questions que se posent les Européens. Le problème chez nous, dans une union monétaire, c'est qu'elle n'est pas doublée, elle n'a pas son pendant dans la politique économique. Nous avons une monnaie unique et 19, parce qu'il n'y a que 19 pays qui adhèrent à l'euro jusqu'à maintenant, 19 politiques économiques différentes. Et dans cette région aussi, vous aurez les mêmes réflexions parce que le développement n'est pas le même au Niger qu'au Mali ou à la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que les pays de la zone CFA sont plus développés que le reste des pays de l'Afrique? Vous qui êtes un fin connaisseur de l'Afrique, hein, Monsieur Goerens, je rappelle que vous avez été dans votre pays ministre du développement. Oui. Non, il y a d'autres pays qui sont plus développés. L'Afrique du Sud est plus développée. Le Nigeria, qui ne fait pas partie de la zone CFA, est plus développé. Non, moi je pense au système qui lie ces pays. Ce que je trouve bien, indépendamment de la liaison avec la France en matière monétaire, ce que je trouve bien, c'est qu'ils font les mêmes réflexions qu'en Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire réussir une région tout entière? Il négocie un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Ça, c'est plus large, ça va au-delà de l'UEMOA. Ça concerne tous les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous avez ces ensembles qui invitent tous les pays à partager une discipline commune. Et cette politique va faire son chemin. La question n'est pas de savoir s'ils se différencient par rapport à l'Afrique, la question est de savoir comment est-ce qu'ils peuvent maintenir la cohésion à l'intérieur. De la zone, hein? Oui. D'ailleurs, avec le franc CFA ou sans franc CFA, ils sont impactés par des pays en Afrique qui ont un développement plus rapide, plus performant. Vous le savez, comme dans tous les accords entre les pays de l'Union européenne et le reste du monde sous-développé, il y a toujours ce qu'on appelle la libre circulation des capitaux et bien sûr il n'y a pas de libre circulation des personnes. Des experts, des économistes disent que la première conséquence de cette libre circulation des capitaux est la fameuse corruption qui gangrène l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a deux façons d'aborder le problème et les deux façons sont complémentaires. D'abord, c'est à l'Afrique de mettre fin à la corruption. Et deuxièmement, ce n'est pas à l'Europe de maintenir des régimes corrompus. Nous avons tout intérêt à ce que la communauté africaine s'intègre dans les règles les plus élémentaires de rapports économiques à travers le monde. Donc plus de transparence, plus de participation parlementaire. D'ailleurs, si on parle de dépendance, moi je crois que l'Afrique et aussi les pays de la zone UEMOA, la zone CFA, sont exposés à une dépendance qui est de loin plus importante que celle qui les lie à la France. C'est la dépendance des investissements chinois. La Chine mène une politique qui est beaucoup plus discutable, de mon point de vue, de mon humble point de vue. Au plan de la démocratie et des droits de l'homme, surtout. Au plan de la démocratie et des droits de l'homme, vous voyez même la Chine intervenir dans l'économie informelle, ce qui, de mon point de vue, est un scandale.
Parce que l'économie informelle, là vous avez aussi des commerçants chinois qui, avec une monnaie chroniquement sous-évaluée, fait des dégâts, alors que l'économie informelle était le tremplin pour arriver à l'économie formelle. Elle est indispensable, mais elle ne doit pas être pérenne pour ceux qui survivent grâce à l'économie informelle. Donc si on parle dépendance, il y a beaucoup de dépendances à mettre sur la table de discussion. Moi je crois que les choses étant ce qu'elles sont, les rapports entre l'Europe et l'Afrique sont certes sujets à amélioration, mais avec les initiatives que nous avons prises au Parlement européen, notamment si la Commission et les États membres pouvaient s'en inspirer, ça irait beaucoup plus loin. Nous voulons aller très loin dans la moralisation des flux commerciaux. Notamment, nous avons décidé à une très grande majorité que les minéraux de conflit doivent être soumis à la loi de la transparence. Il faut établir une traçabilité, donc du point d'extraction jusqu'au consommateur final. Il faut tirer ça au clair pour montrer que les intervenants, les intermédiaires ne s'enrichissent pas sur le dos des populations africaines. Donc l'Europe, de ce point de vue, a une panoplie d'instruments susceptibles de laisser derrière nous ces rapports de dépendance, ces rapports, j'allais dire, esclavagistes. Quand je vois ce que font d'autres dans cette région, l'accaparement des terres, etc., alors l'Europe ne devrait pas avoir de complexe à se laisser comparer à ce que font d'autres. Ce sont ces questions-là que vous venez d'évoquer par rapport aux droits de l'homme, à la transparence, qui font aujourd'hui que l'Union européenne recule par ses relations économiques et commerciales en Afrique, quand la Chine et la Russie avancent et se développent et se maintiennent. La Russie avance là où elle se sent forte, notamment elle est présente en Afrique centrafricaine, parce qu'il y a une réserve exagérée d'équiper les forces de l'ordre en République centrafricaine, dans les pays européens. Alors la Russie a comblé ce vide. Il faut en être conscient. Moi je crois que l'Europe doit être un acteur global en matière de développement, en matière de réalisation des objectifs pour le développement durable, en matière de développement économique. L'Europe a vocation à être le premier partenaire de l'Afrique. D'ailleurs, elle est encore le premier partenaire de l'Afrique. Mais il y a d'autres partenaires qui viennent avec une conditionnalité différente ou avec pas de conditionnalité du tout en Afrique. Moi, je crois que avoir l'approche européenne basée sur des valeurs, on dit des valeurs européennes, mais ce sont des valeurs universelles. Les droits de l'homme sont codifiés dans une convention universelle des droits de l'homme. C'est universel, c'est pas européen. La Convention européenne ressemble comme deux gouttes à la Convention universelle des droits de l'homme. Néanmoins, c'est toujours perçu comme un apport des anciennes colonies, des anciennes puissances coloniales en Afrique. Non. Ayons l'esprit de partenariat. C'est aux Africains, je le disais toujours, et dans nombre d'émissions que nous avons faites ensemble, c'est aux Africains de dire ce qu'ils veulent, comment ils envisagent le développement. C'est à nous de dire, voilà, nous pouvons partager certains enseignements que nous avons tirés chez nous. Que disent-ils au jour d'aujourd'hui? Les Africains? Oui. Je crois qu'ils sont d'accord avec cette approche. On est en train de négocier un nouvel accord ACP. Nous sommes au Parlement européen en train de réfléchir au nouvel instrument de financement. Là aussi, on fait la part belle aux aspects non économiques, aux aspects politiques, aux aspects relatifs à la protection des minorités, aux droits. Qui n'a pas intérêt à adhérer à cette vision? Ceux qui veulent maintenir des liens obscurs, d'opacité en matière de commerce, ceux qui ont intérêt à ce que des régimes corrompus restent en place, ce n'est plus la ligne officielle de l'Union européenne.
Même si certains étaient tentés, non, ce n'est pas la politique européenne de développement. Vous voyez, nous avons quand même devant nous une phase extrêmement critique. Ce que l'on peut reprocher à l'Europe, c'est de ne penser pas suffisamment dans une optique stratégique. Les Américains ne pensent que de cette façon. Les Américains sont stratégiques, ils pensent stratégique et troisièmement, ils ne pensent que d'une façon stratégique. Si vous voulez réaliser les objectifs pour le développement durable, si vous voulez sauver le climat, ce n'est pas l'Europe seule qui arrivera à le faire. Hein. Il faudra des partenaires, la Chine, l'Inde, ça fait presque, dans 20 ans, ce sera 3 milliards. L'Afrique, dans une vingtaine d'années, ce sera 2,5 milliards. Alors si on laisse de côté dans la vision stratégique, qui doit quand même aider les politiques à se définir, si on laisse de côté cet aspect essentiel, on n'aura pas de résultat. Nous pouvons isoler toutes nos maisons, nous n'arriverons pas à réduire les émissions globales de CO2 si nous ne prenons pas en considération vraiment les facteurs qui pèsent et qui pèseront encore davantage à l'avenir. L'Afrique, avec 2,5 milliards, va émettre du CO2. Si jusque-là, on n'aura pas résolu la question des énergies alternatives, hein, on lèguera un héritage très lourd aux futures générations. Alors, la semaine passée, Geoffrey Sachs était ici au Parlement européen. Il a dit, mais vous, Européens, laissez derrière vous toutes les susceptibilités. Prenez les grands partenaires et trouvez un arrangement avec eux. Si vous voulez gagner le pari énergétique, il faudra faire avec tout le monde. Il faudra avoir des réseaux interconnectés. Le soleil ne brille pas en même temps partout. Le vent ne souffle pas de la même intensité partout. Donc vous avez intérêt à ce que les parties du monde qui produisent le plus puissent exporter ça dans les régions où il y a une réduction passagère de production d'énergie alternative. Mais c'est ça la voie à suivre. Alors nous devons quand même nous laisser guider par ce niveau de connaissance stratégique et nous adapter en conséquence. Ce sera une question de to be or not to be. Monsieur Goerens, moi je vous donne rendez-vous dans 5 ans et on va essayer de réévaluer la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. En tout cas, merci. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Ou bien on fait cela, ou bien on met une croix sur l'avenir d'une société où le bien vivre serait le maître mot. Ben, j'espère que cet avertissement soit écouté et pris en compte de la manière la plus sérieuse possible. Monsieur Goerens, comme à chaque fois, j'ai été très heureuse de vous recevoir à cette émission. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Madame, monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.